Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, que vous soyez hospitaliers ou autres, que vous soyez médecin, directeur, responsable d'un secteur, d'un service, responsable socio-éducatif, engagé dans telle ou telle mission, activité, à l'hôpital, à l'extérieur, dans et autour de cette belle et grande maison qu'est l'hôpital public en particulier. J'ai le plaisir de vous saluer ce matin dans cette salle qui a été mise à notre disposition conjointement de Claire Georges et moi-même, en tout cas les associations que nous animons, par le ministère. Et nous en sommes heureux et je tiens à remercier ici le ministère de la Santé qui nous héberge et qui avait accepté le principe de cette journée depuis de nombreux mois, même si je dois, et je vais le faire tout de suite, excuser Agnès Buzyn, la ministre, qui est retenue par les débats sur le PLFSS et ses suites au Sénat, je crois. Et c'est ce qui nous a été indiqué par son cabinet. Malheureusement, il est vraisemblable qu'elle ne pourra pas nous rejoindre. Voilà, si vous souhaitiez la voir, eh bien, je suis désolé, mais pour l'instant, on nous a plutôt indiqué qu'elle ne serait pas disponible. Je voudrais saluer, féliciter et remercier également Claire Georges et à travers elle tous les membres de l'association du collectif national des PASS, et de l'équipe des personnes engagées dans l'organisation de cette journée, bénévoles et professionnels. Et j'associe à ce salut et à ces félicitations avec affection l'équipe ADH, dont les salariés et les bénévoles, nombreux présents, nombreux pour les bénévoles, les salariés, il n'y en a pas beaucoup, elles sont deux, présents dans cette salle et que je remercie d'avoir contribué à l'organisation et notamment à la logistique également. Et je salue en particulier, mais sans écarter les autres, Christine Girier-Diebolt, ici présente, impliquée dans ces sujets, qui est aussi, en partie au moins, si tu permets Christine, à l'origine des rencontres et des relations que nous avons avec l'association que préside Claire Georges. Voilà. Je vais vous parler de l'hôpital et je ne vais pas vous faire un grand discours. On a dit avec Claire tout à l'heure qu'il fallait qu'on tienne chacun dans à peu près 3/4 d'heure. Donc je vais essayer de ne pas dépasser ce temps. Je suis très heureux d'être là devant vous dans cette configuration originale pour nous, puisque c'est la première fois dans ces dimensions que nous organisons ensemble un événement, une journée, une rencontre, dans cette logique de transversalité professionnelle qui nous tient beaucoup à cœur à l'ADH, même si l'ADH, c'est une association de directrices et de directeurs d'hôpital. C'est une association professionnelle qui représente une profession parmi d'autres à l'hôpital, bien sûr une profession qui a un rôle important dans la gouvernance hospitalière, mais qui est convaincue qu'à l'hôpital, on ne fait rien seul. Et un directeur, un médecin, un soignant, un cadre, un responsable de secteur, de service, personne n'agit seul à l'hôpital. Et donc cette idée de confronter des expériences et des points de vue sur une thématique majeure qui est celle des valeurs, cette idée nous a beaucoup intéressés. Elle est à l'origine conçue, elle a été conçue à l'origine par Claire Georges et Christine Girier-Diebolt, je tiens à le redire. Mais c'est pour nous un signal important et intéressant des préoccupations que nous partageons, les hospitaliers et les autres. Et je tiens à le dire ici aujourd'hui aussi parce que nous sommes dans une période d'hôpital bashing. En tout cas, c'est notre sentiment à l'ADH. On a l'impression, quand on lit la presse, en tout cas une certaine presse, notamment les magazines de salle d'attente, encore récemment, quand on voit certaines émissions, on a l'impression que, décidément, les hôpitaux sont essentiellement animés par des monstres. Je ne parle pas que des dirigeants, je parle de toutes les personnes qui prennent des responsabilités et que les excès, la griserie du pouvoir, que sais-je encore, sévirait à tous les étages.
Nous n'avons pas cette vision à l'ADH et nous sommes très attachés à l'idée que les hospitaliers et les dirigeants hospitaliers avec eux partagent des valeurs. Dans ces valeurs fondamentales, la première, c'est la solidarité. S'il n'y avait pas de solidarité, dans notre pays, nous ne serions pas là pour parler de ce dont nous allons parler aujourd'hui, mais aussi pour parler des hôpitaux et des structures qui les entourent et qui prennent en charge la population. Le fondement même de l'édifice hospitalier public, c'est la solidarité, parce que c'est la solidarité qui le finance et parce que c'est l'esprit de solidarité qui le fait fonctionner. Nous sommes à l'ADH extrêmement attachés à cette valeur fondamentale, essentielle à l'hôpital public, sans doute aussi dans d'autres formes d'établissement, mais en l'occurrence, nous le revendiquons fortement pour l'hôpital public. Dans ces valeurs, il y a aussi la conscience professionnelle des soignants et des hospitaliers au sens large. C'est quelque chose qui n'a même pas besoin d'être détaillé, mais que malheureusement l'actualité des grands drames traversés par notre pays a pu démontrer. La conscience professionnelle, le sens d'une certaine forme de devoir, sans être vieux jeu, hein, attention, mais d'une forme d'engagement professionnel au service des autres. Et puis il y a encore l'innovation, la capacité de création, de recherche, qui est intimement liée à la pratique du soin dans toutes ses formes et de la prise en charge. L'innovation, c'est aussi l'innovation en management, en organisation. C'est l'innovation dans les territoires, même si ces sujets font débat. Et enfin, il y a, je crois, en tout cas pour nous à l'ADH, les notions de partage et d'action coopérative, collaborative, collégiale, collective. On met le mot que l'on veut, que l'on préfère, mais c'est cette idée que j'évoquais tout à l'heure, selon laquelle on ne fait rien seul. Donc dans notre action, dans l'association, on essaye de pousser ces logiques, ces idées, tout en représentant une profession. Et je suis fier de représenter cette profession, mais je suis fier aussi d'être ici aujourd'hui avec vous et en relation étroite avec l'association Collectif Pass, parce que nous partageons des choses, parce que nous partageons ces valeurs, et parce que nous démontrons aussi dans la variété des intervenants, la qualité des intervenants prévus aujourd'hui et des thématiques, la manière même de faire cette journée, nous démontrons que ces nombreuses professions qui prennent en charge les autres ont quelques idées communes, quelques idées fondamentalement humanistes qui nous animent et qui font la grandeur aussi du système que nous servons. Donc je vous remercie d'être nombreux. Vous avez été nombreux à vous inscrire, hein. Tout le monde n'est pas encore là, manifestement. On a plus de 200 inscrits. C'était une bonne idée, Madame la Présidente et chère Claire. Donc félicitations et bravo par avance pour la qualité de la journée. Et maintenant, je crois que je peux te céder la parole. Alors, donc pour commencer, merci Frédéric, et puis donc, merci à vous tous d'être venus, hein, malgré les emplois du temps très chargés des uns et des autres. Pour commencer, je voulais partir du sous-titre de la journée, qui est un système de santé en évolution. Oui, il s'agit d'un point essentiel, un système de santé en évolution, en transformation. Une tribune récente de directeurs dans le journal Le Monde parlait de changements de fond qui sont en cours et qui vont certainement s'amplifier. Donc, toutes ces périodes de changement est aussi une période d'incertitude et de doute, voire peut-être même susceptible de générer une souffrance que l'on perçoit, et ce qu'a un petit peu évoqué Frédéric. Alors, les incertitudes quant à l'avenir du système de soins sont multiples. L'incertitude quant à l'évolution de l'hôpital avec le virage ambulatoire, les incertitudes concernant l'émergence des nouvelles technologies, la place du numérique et celle de l'intelligence artificielle, les incertitudes également concernant les inégalités d'accès aux soins, quand on sait que nombre de diabétiques dans le monde n'ont pas accès à l'insuline pour des raisons financières. Qu'en sera-t-il de l'accès aux soins des technologies coûteuses qui sont en croissant développement? Incertitude également concernant les coûts
des traitements, les coûts du soin en général, quand tout cela se confronte à la transition épidémiologique avec l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population, la montée de la précarité, mais également au phénomène migratoire qui ne manquera pas également de s'amplifier en raison également des migrations climatiques. Donc face à cette situation de crise, deux stratégies apparaissent indispensables et essentielles à mettre en œuvre. Ça a déjà été évoqué par Frédéric, l'adaptation et la coopération. D'ores et déjà, c'est l'objet de cette journée. C'est vraiment sur cette idée de coopération que nous avons mis en place avec l'ADH ce colloque, avec l'idée de construire en commun et puis vraiment d'articuler de façon pas si habituelle les logiques top-down et bottom-up. C'est vraiment l'interrelation entre les personnes de terrain et les directeurs et d'autres personnes des tutelles qui est certainement propice à la mise en œuvre et à la création de propositions concrètes pour le système de santé. Alors c'est pour cela que l'expérience des PASS nous apparaît très utile, car en effet, ces deux composantes qui sont l'adaptation aux situations imprévues et la coopération, ils sont particulièrement marqués, fondamentales et associés. Alors avant d'évoquer comment les PASS s'adaptent en pratique aux problématiques émergentes, je voulais évoquer un petit peu quelques points concernant la coopération. Alors tout d'abord à l'échelon local, plusieurs personnes de la PASS de Saint-Louis sont là et je voulais juste témoigner au quotidien de la performance, de la qualité du travail en coopération, du caractère vraiment évident de ces cercles vertueux entre la qualité de vie au travail et la qualité des soins. C'est vraiment... alors c'est vrai quand on parle de souffrance au travail, c'est vrai que nous on a la chance d'être une équipe qui travaille vraiment dans une véritable coopération, les uns aidant les autres avec l'entraide, l'attention à l'autre et voilà. Et face aux situations que nous rencontrons qui sont particulièrement difficiles, on en reparlera. Et je veux dire en particulier toutes les situations de psychotraumatisme, les situations émergentes que nous rencontrons, dont on parle maintenant. Vous avez certainement entendu les reportages des journalistes de CNN avec les témoignages d'esclavagisme en Libye. Eh bien nous, ça fait plusieurs mois que dans les PASS, nous sommes confrontés à des récits absolument terribles de migrants qui ont subi des violences et des tortures. Donc face à cela, on a déjà essayé de s'adapter en incluant un psychiatre dans le groupe, mais c'est surtout la force du groupe qui apparaît indispensable et cette coopération avec à la fois le côté thérapeutique pour les patients d'être encadrés dans une équipe et aussi le côté thérapeutique et d'être dans une équipe et de pouvoir partager et réfléchir autour de ces situations si difficiles. Donc merci à toute l'équipe aussi de m'avoir soutenue et m'avoir dégagé du temps pour me permettre de co-organiser avec l'ADH cette journée. Alors la coopération, c'est aussi celle que nous avons mis en place avec le collectif national des PASS. C'est vraiment une belle aventure d'avoir réuni depuis plusieurs années des personnes de toutes les régions, de différentes professions, de s'être associés à des directeurs, des chercheurs en sciences sociales. Et c'est une dynamique très positive et fructueuse d'ores et déjà. Nous avons monté plusieurs colloques, des conférences, rédigé des articles, des publications, on parlera de soigner l'humain, et même engagé des travaux de recherche là où on ne nous attendait peut-être pas. Et je citerai un exemple, ce travail que nous avons mené ensemble l'année dernière, où nous avons, sans aucun moyen financier supplémentaire, mené une étude épidémiologique où nous avons recruté près de 900 patients migrants dans 30 PASS en France. Pour la première fois, nous avons pu donc réaliser cette étude à l'échelon national et ce qui a permis une belle publication dans le BEH en septembre. Et à nouveau, c'est vraiment sur la collaboration, la coopération que nous avons pu réussir ce travail, à nouveau sans moyens financiers supplémentaires.
C'est enfin aussi forcément la coopération, sur la coopération qui a reposé l'organisation de cette journée. À nouveau, je veux vraiment associer les remerciements à toute l'équipe de l'ADH, Mathilde, Élodie et Morgane qui étaient là précédemment. Bien sûr à Christine, finalement c'est grâce à Christine Gérier-Desbottes que cette journée a pu être organisée. C'est vraiment une grande chance pour nous d'avoir été reconnus par le prix des valeurs hospitalières l'an passé, et puis d'avoir reçu cette confiance de cette collaboration qui s'est mise en place, et voilà, d'avoir intégré le groupe de réflexion éthique de l'association. Donc, mille merci Christine pour avoir engagé tout ça. Merci aussi à notre partenaire ISM Interprétariat qui nous suit depuis plusieurs années et qui a concrètement mis à disposition son infographiste, Mélanie Ronserec, qui a fait ces très jolis supports, et vraiment merci beaucoup à son directeur ISM, son directeur Aziz Tabouri, qui nous soutient depuis des années. Je vais donc revenir rapidement, sinon Jackie va intervenir, sur la capacité d'adaptation, qui elle-même donc repose sur la coopération que nous retrouvons dans les PASS. Alors, les PASS, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, nous allons parler de unités de lieu où travaillent des professionnels de champs variés. Donc, ce sont des unités de pratique intégrée pluriprofessionnelles. Et donc, c'est en cela que ça nous paraît efficace et performant, c'est d'avoir sur place plusieurs professionnels qui peuvent avoir une vision globale de la situation. Et alors, les acteurs des PASS ont pris l'habitude de s'adapter aux situations hors cadre. Les situations hors cadre, ce sont par exemple, comme on va le revoir dans un exemple tout à l'heure, puis qui vont traverser la journée, les pathologies lourdes avec des traitements coûteux, des problématiques de santé lourdes avec des cumuls de problématiques associées, l'absence de couverture sociale, l'absence d'hébergement, la barrière de la langue, un isolement, des problématiques également psychiques ou psychiatriques. Et donc quand tout ça s'accumule, il n'est pas possible d'appliquer les standards, les protocoles préétablis, et on doit donc inventer, on doit donc créer tous ensemble la meilleure solution, ou tout au moins la moins mauvaise dans chacune des situations. Alors l'adaptation aux soins en PASS, ça a aussi une particularité, c'est d'intégrer la dimension financière. La dimension financière est présente au quotidien de façon assez distincte du reste du champ du soin, parce que nous, on doit fonctionner avec un budget limité, un budget contraint, et donc on doit à la fois... Ah, Jackie, c'est noté. Madame la Présidente. J'ai presque terminé. Donc on doit intégrer dans la prise de décision la question financière, c'est-à-dire que comme on a un budget limité, on doit à la fois soigner au mieux chaque personne, mais penser à tous les patients qui viendront par la suite. Donc, c'est-à-dire intégrer dans la réflexion cette dimension qui nous fait dire que la PASS est le juste soin au juste coût, donc en envisageant aussi toutes ces dimensions de responsabilité collective, de justice sociale et aussi de durabilité du système. Voilà, c'est justement comme ça que sont nés les RCP médico-sociales et éthiques, où face à ces situations où le patient a besoin d'un traitement coûteux, voire d'une hospitalisation, il n'a pas de prise en charge, on se retrouve dans des situations où si on hospitalise le patient, eh bien, de fait, ça va générer des créances irrecouvrables, des déficits, et évidemment, derrière ça, des solutions qui sont de réduire le personnel. Et donc, l'idée, c'est que tous ensemble, on essaye de trouver la meilleure solution qui préserve à la fois le meilleur intérêt pour le patient, tout en ayant le souci de la collectivité. Voilà. Donc, il nous semble pour cela que les PASS, en tant que modèle du juste soin au juste coût, sont à la fois un modèle d'innovation organisationnelle et également d'innovation frugale. Donc, pour terminer, l'approche coopérative que je viens de décrire, elle n'est pas simplement sympathique et agréable, même si elle l'est aussi. Elle a aussi un véritable intérêt économique, et je reprendrai les propos du prix Nobel d'économie Jean Tirole,
dans son livre très intéressant « L'économie du bien commun », il évoque le caractère essentiel d'aligner les objectifs individuels et les objectifs collectifs. Et c'est absolument essentiel, comme il l'évoque, car c'est un facteur essentiel du bon fonctionnement des organisations. Voilà. C'est donc dans cette perspective de concilier valeurs hospitalières et contraintes économiques que nous avons placé cette journée, que nous allons commencer maintenant avec un cas clinique que nous présentera Harold Astre. Je vous remercie. Voilà. Alors, en introduction du cas clinique, voilà, c'est le propos de cette journée de partir de cas concrets. N'hésitez pas à en apporter pour alimenter la réflexion. On travaille beaucoup comme ça avec donc Denis qui coordonne le groupe, le comité éthique du collectif national des PASS. Et en venant, j'ai pensé à quelque chose, c'est que ça paraît peut-être un peu banal de dire bon, on part d'un cas clinique, du concret, mais à bien y réfléchir, c'est une méthode qui a fait vraiment, qui a montré son côté positif en particulier dans le champ de la méthode de Singapour. Et la méthode de Singapour, c'est les mathématiques appliquées avec du concret. On part d'abord sur du concret et après on rentre dans l'abstraction. Et cette méthode a vraiment fait l'épreuve puisque Singapour est au top des mathématiques. Donc peut-être pourrait-on proposer que voilà, cette méthode de partir du cas concret pourrait servir d'une nouvelle dynamique dans le champ de l'éthique médicale, par exemple. Donc Harold Astre, directeur de la recherche au CHU de Poitiers. Il est membre du collectif national des PASS et co-auteur de Soigner l'humain. Et merci beaucoup.